Bonjour à tous, je m'appelle Gabriela Martinez et aujourd'hui je vous présente les œuvres poétiques de Boileau, qui est un type de recueil de ses œuvres plus célèbres. Mais avant de continuer, je vous présente la manière dont s'organise ma présentation. Tout d'abord, on va commencer avec la biographie suivie du contexte historique et littéraire des œuvres et aussi les principales œuvres poétiques de Boileau. Et puis, on va analyser euh, les trois, les trois œuvres que j'ai choisies, la satire 2, l'épître 7 et les chants 4. Et finalement, on a les conclusions. Nicolas Boileau d'Espreaux, euh, également connu sous le nom de Boileau, il était un écrivain et poète du XVIIe siècle. Il est né le 1er novembre 1636 et il est décédé le 13 mars 1711. Boileau est principalement reconnu pour son rôle dans le mouvement classique en littérature française, bien sûr, et il a joué un rôle majeur dans l'établissement des normes poétiques à travers ses œuvres critiques et satiriques qu'on va aborder dans les autres diapositives. Alors, on va dire Boileau comme représentant majeur du classicisme. euh, Dans ce mouvement, on valorisait l'ordre, la clarté et l'équilibre. Alors, il était aussi un membre influent de l'Académie française et il a participé dans des règles littéraires classiques et c'est pour cela qu'on dit qu'il a joué un rôle clé dans l'établissement des normes poétiques. Alors, sa vision de classicisme, on va dire, a perduré comme norme esthétique. La littérature de l'époque, ou bien connue aussi comme la littérature du grand siècle, était caractérisée par l'adhésion aux normes classiques. Boileau, avec l'art poétique, a joué un rôle majeur dans la définition et la promotion de ces normes, guidant les écrivains sur la manière de composer leurs œuvres, mais aussi les écrivains de l'époque cherchaient souvent à obtenir la faveur royale. Il faut tenir en compte qu'on se situe dans la monarchie absolue de Louis XIV. Alors, obtenir la faveur royale pouvait influencer la carrière et la reconnaissance de, de l'auteur. Alors, Boileau lui-même a composé des poèmes en l'honneur du roi et a participé à la création d'œuvres célébrant les événements de la cour. Alors, la monarchie absolue en France de 1643 jusqu'en 1730 était une période de grandeur culturelle, artistique et politique, mais aussi dans ces périodes, il y a eu des répercussions sur la vie culturelle, y compris la littérature, où l'autorité royale et la cour avaient un impact significatif et aussi les artistes étaient encouragés à créer des œuvres qui reflétaient la grandeur de la monarchie et de la France, et Boileau, en tant que membre de l'Académie française et poète officiel du roi, était directement lié à cette dynamique. Tout d'abord, j'ai choisi la satire du dédiée à Molière et s'appelle Accord de la rime et de la raison. Ici, Boileau s'adresse au célèbre dramaturge Molière, reconnaissant ses talents d'écrivain. En plus, Boileau exprime ses difficultés personnelles à trouver des rimes et on constate l'utilisation du terme caprice et bizarre humeur qui suggère une certaine frustration personnelle liée à la recherche de la rime, et comme par exemple « mais moi ».
Quand vint caprice, une bizarre rumeur, pour mes péchés, je crois fit devenir rumeur. Ainsi, on trouve l'éloge à Molière. Boileau fait l'éloge de Molière et le décrivant comme un maître d'escrime dans les combats d'esprit. Et en plus, il salue la facilité de Molière à trouver la rime sans effort apparent. Et comme par exemple, dans les combats d'esprit savant maître d'escrime, enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime. Et on peut constater aussi que il y a deux vers où il exprime aussi sa difficulté, comme par exemple, ainsi, recommençant un ouvrage 20 fois, si j'écris 4 mots, j'en effacerai 3. De même, le poète évoque des situations où son esprit ne parvient pas à produire la rime souhaitée et il expose son obsession pour la perfection. Il souligne qu'il ne tolère pas une phrase insipide à la fin d'un vers. Il décrit aussi son esprit comme tremblant sur le choix de mots. Et aussi, Boileau exprime son désir d'une vie plus insouciante, sans la contrainte de la recherche de la rime. Et en conclusion, la satire due de Boileau à Molière offre un regard humoristique et autocritique sur la difficulté de trouver la rime. Boileau salue Molière comme un maître dans cet art et expose avec ironie ses propres frustrations, mettant en lumière la complexité du processus créatif et les désirs persistants de la perfection littéraire. La satire illustre également les tensions entre la recherche de l'art et le désir d'une vie plus insouciante. Et maintenant, on passe aux épîtres, et ici on a l'épître 7, dédiée à Racine, et cet épître s'appelle « De l'utilité des ennemis ». Et ici, Boileau adresse le profit à tirer des critiques, ainsi que la nature des censures et des envieux, et l'impact des critiques sur l'art. Tout d'abord, Boileau salue le talent de Racine à émouvoir, à étonner et à ravir les spectateurs avec ses œuvres dramatiques, comme l'exemple que tu sais bien Racine à l'aide d'un acteur, émouvoir, étonner, ravir un spectateur. Puis il expose le phénomène où un génie inspiré attire les critiques et suscite l'envie. Ainsi, il mentionne les rivaux et les envieux qui s'opposent à la lumière éblouissante du talent. Boileau évoque aussi le sort de Molière, soulignant que la véritable valeur de son génie n'a été reconnue qu'après sa mort. Et finalement, bon, non, pas finalement, mais ensuite, il aborde le sujet de l'effet des critiques sur la création artistique en illustrant comment les premières œuvres de Molière ont été mal accueillies par l'ignorance et l'erreur. D'ailleurs, il explore l'impact des critiques sur la création artistique. Boileau souligne de manière paradoxale que l'envie peut stimuler le génie à s'élever davantage, et il conseille à Racine de ne pas être étonné par l'envie et la calomnie, mais plutôt de tirer profit des critiques et de transformer la haine en source de motivation. Il souligne aussi l'importance de plaire aux vrais lecteurs plutôt qu'à une foule de critiques frivoles, mettant en avant des personnages influents qui devraient être touchés par les écrits de Racine. Et en fin de compte, l'épître offre des conseils pour la gestion des critiques et la persévérance artistique malgré les obstacles. Et ainsi, on passe aux dernières parties qui fait partie de l'art poétique, que c'est le chant 4, qui s'appelle Noblesse de la poésie.
Et dans cette partie, on a la présentation d'un médecin renommé mais notoirement célèbre pour ses méfaits. Et dans le champ 4, Boileau décrit un médecin notoire de Florence qui est accusé d'assassinat et il est responsable de nombreux malheurs. Détesté de tous, il quitte la ville avec un seul ami, un riche abbé passionné d'architecture. Le médecin abandonne sa profession criminelle pour devenir un architecte compétent. Boileau prend cet exemple pour encourager à suivre ses talents naturels plutôt que de persister dans des domaines où l'on excelle moins. Et il conseille aussi de choisir un métier nécessaire où l'on peut exceller plutôt que de devenir un écrivain ou un poète médiocre, en soulignant qu'il n'y a pas de gradation entre le médiocre et le pire dans l'art de l'écriture. En conclusion, Boileau, comme représentant du classicisme du XVIIe siècle, était un satiriste habile. Il utilisait la satire pour critiquer les vices et les ridicules de la société de son temps. Les satires de Boileau ont joué un rôle important dans la définition du classicisme en soulignant la nécessité de la moralité et de la bienséance dans la littérature. Il critiquait aussi les excès et les défauts de ses contemporains et il a contribué à établir des normes de comportement et d'expression conformes aux idéaux classiques. Donc, merci de votre attention